Donc là, on va parler de la troisième question. Quel est le plus gros problème que rencontrent les Français selon vous aujourd'hui et quelle est la solution que vous proposez? Alors, je dirais même c'est un double problème. C'est un manque de travail et de volonté de nos dirigeants politiques. Vous savez, pour être bon dans tous nos métiers ou quand on est étudiant, pour être bon, il faut travailler. C'est pas parce qu'on travaille qu'on est bon, mais tous ceux qui sont bons travaillent. Le génie, Napoléon, c'est un génie, mais il dormait 3 heures par nuit. Donc, aujourd'hui, on est face à des dirigeants politiques qui ne travaillent pas ou pas assez. Alors, pas tous, mais la plupart, les appareils politiques ne travaillent pas ou pas assez, et nos dirigeants politiques manquent de courage. Sur le premier point, vous savez, en démocratie, un parti politique, c'est un laboratoire d'idées qui se présente aux élections. Et aujourd'hui, le drame, c'est que on a, avec le quinquennat et l'inversion de calendrier, on vote d'abord dans un calendrier normal pour le président ou la présidente avant les députés. Et ben du coup, les partis politiques se sont focalisés sur les personnes. Et donc aujourd'hui, on nous sort plein de candidats putatifs pour l'élection présidentielle. C'est un peu ce qui vous me permettez l'expression, le concours de beauté permanent. Mais pour faire quoi? Mais à part quelques banalités, on n'en sait rien. Sachant que gouverner la France, ça s'improvise pas du tout. Une fois qu'on est aux manettes, c'est le grand 8 des fêtes foraines. On est scotché au siège. Je vous invite à relire Georges Telget, De Gaulle à Matignon. De Gaulle à Matignon, pendant les 6 derniers mois de la 4e République, en tant que président du Conseil, il a signé plus d'une ordonnance par jour. Il a redressé la France de manière spectaculaire en 6 mois, en signant plus d'une ordonnance par jour, sachant qu'à l'époque, on était sous tutelle du Fonds monétaire international. On l'oublie souvent. On était très mal barré également. Mais on peut pas signer une ordonnance par jour ou plus si vous n'avez pas travaillé. Et lui, c'est parce que pendant ces 10 ans de traversée du désert, ou même 12 ans, il a bossé. Il a bossé tous les sujets, la Constitution, l'intéressement, la participation, tout était déjà dans son esprit et tout était déjà sur la table. Vous voyez ? Donc voilà, les partis politiques ne sont plus des écuries, ne sont plus de laboratoires d'idées, sont des écuries à égaux parce qu'on a inversé le calendrier. Imaginez si en 2022, on avait d'abord voté pour les députés avant le président ou la présidente de la République. Je pense que les partis politiques, mécaniquement, parce que c'est dépersonnifié une élection législative, ils auraient été obligés de mettre sur la table un projet et de confronter les projets. Et donc voilà, ça c'est le premier point, c'est que les partis politiques ne travaillent pas, travaillent peu, mis à part quelques individualités, et quand individuellement ils se mettent à travailler, c'est une fois qu'ils sont aux manettes. Mais c'est trop tard. Une fois que vous êtes aux manettes, c'est le temps de l'action, c'est fini les commissions, les comités théodules, c'est fini. Ça c'est le premier point. Et ensuite, le manque de courage, parce que vous savez, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'hommes politiques qui pensent à la prochaine élection et pas beaucoup d'hommes d'État qui pensent à la prochaine génération. Parce que penser à la prochaine génération, c'est prendre des mesures fortes, des mesures structurelles. Et surtout, il faut être courageux parce que quand on est un homme d'État, on est fort avec les forts et bienveillant envers les faibles. On est là pour protéger les plus humbles. Vous savez, la valeur d'une nation, c'est la valeur de ses citoyens les plus fragiles. Et donc, pour protéger les faibles et être fort avec les forts, il faut être courageux. Parce que là, vous heurtez des lobbies, des minorités de personnes qui font la laine sur le dos des Français. Et quand vous attaquez à ces lobbies, même si c'est bienveillant, même s'il faut faire des réformes, on vous attaque déjà médiatiquement, on vous attaque juridiquement, et à la fin, on peut vous éliminer physiquement. Donc, en fait, il faut bosser, travailler, bosser, et il faut être prêt à risquer sa peau pour son pays, au sens figuré, voire au sens propre. Parce que je vous rappelle que tous les grands chefs d'État des pays démocratiques ont tous risqué leur peau. Eisenhower, Kennedy, De Gaulle, Churchill, Lech Walesa, Václav Havel, etc., etc., etc. C'est des gens qui ont risqué leur peau et que du coup, ils n'avaient pas peur de prendre des risques sur l'autel de l'intérêt général, qui est l'intérêt national, qui est l'intérêt du peuple français. Mais justement, vous avez dit donc ces deux problèmes, mais en fait face à ces deux problèmes, il y a deux obstacles aussi. Par exemple, pour signer une ordonnance par jour, à l'époque peut-être que c'était possible, mais aujourd'hui avec le nombre de comment ça s'appelle de réglementation, de bureaucratie, etc. Est-ce que le président il est aussi puissant qu'à l'époque et il peut signer autant de réglementations? Alors oui, parce que vous pouvez légiférer par ordonnance. Si vous avez une majorité au Parlement, vous autorise pendant 6 mois ou pendant plusieurs mois à légiférer par ordonnance. Et il y a un contrôle, effectivement, il y a un contrôle juridique, mais a posteriori, par le Conseil d'État et voire au-dessus. Donc, et puis vous savez, il y a des signaux d'espoir parce que aujourd'hui, le Conseil d'État
dans son rapport de 2024 sur la souveraineté, a rappelé que la souveraineté, c'est la capacité d'un peuple à maîtriser son destin. Et l'a encore rappelé récemment que pour eux, s'il y avait conflit juridique, ils faisaient primer la Constitution. Donc c'est bien de voir quand même à ce niveau-là, on commence à se poser des questions par rapport à des décennies, si vous voulez, de mondialisation heureuse, de dirigeants d'élite qui pensaient que l'échelon national était dépassé. Et maintenant, on se prend le coup de boomerang parce qu'on se rend compte, mine de rien, aujourd'hui, il y a que la nation qui fait vivre la démocratie. Et qu'on le veuille ou non, la démocratie est attachée à une nation, à un peuple. Et il n'y a pas de peuple européen. Donc, il ne peut pas avoir de souveraineté européenne. C'est un oxymore. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de coopération européenne, mais tout ce qui a marché en Europe, c'est l'intergouvernemental. Airbus, c'est 4-5 pays qui sont mis d'accord. Le spatial, l'agence spatiale européenne, c'est 4-5 pays. Les programmes d'armement, c'est quelques pays qui se mettent d'accord, y compris parfois des pays qui ne sont pas de l'Union européenne, qui se mettent sur des programmes européens. Ça marche. Tout ce qui est venu par la base, ça marche. Tout ce qui vient par la Commission, en général, en dehors du marché unique et de la zone euro, ça ne marche pas. Parce que, à 27, on peut pas se mettre d'accord. Autant l'économique, si vous voulez, l'économie, ça fédère, parce que si les règles sont à peu près équitable, loyal, on a tous intérêt au libre commerce. Donc l'Union européenne sur le plan du marché unique et sur le plan de la monnaie de l'euro n'est pas vraiment contestée. Ce qui est contesté, c'est quand on se met dans la politique interne des pays, parce que la politique d'un pays, c'est le fruit de son histoire et de sa géographie. Et donc ce qui fait que, on le voit aujourd'hui, en dépit de ce qui passe avec Trump, aujourd'hui les pays européens restent inféodés aux États-Unis sur le numérique, sur l'industrie de défense. En fait, c'est flagrant. Donc la puissance ne viendra que de l'échelon national. Et comme on l'a fait avec l'armement, le spatial, pourquoi l'Union européenne est autonome stratégiquement en matière de spatial et en matière d'industrie de défense, même si beaucoup achètent américain, c'est parce qu'à l'origine, il y a une initiative française. Parce que à l'origine, il y a une initiative de la France. Et ensuite, les entreprises françaises ont créé MBDA. Ça a permis de créer Airbus. Ariane, à la base, il y a la fusée Diamant. Donc au départ, c'est un pays qui lance. Et donc la France doit compter sur ses propres forces, se lancer dans le quantique, se lancer dans l'IA et essayer de trouver quelques pays copains en Europe pour essayer de faire des projets de façon pragmatique, en mode donc projet. Donc moins d'Union européenne s'occupe de tout et plus d'Union européenne qui s'occupe de quelques projets sur quelques sujets sur lesquels on n'a pas la taille critique pour rivaliser avec la Chine et les États-Unis tout seuls. Il n'y a pas 36 sujets, c'est le numérique, c'est le quantique, c'est l'IA, c'est le spatial, c'est éventuellement l'industrie de défense. D'accord. Mais donc, selon vous, c'est possible que les Français, surtout les partis politiques, travaillent plus et malgré toutes les réglementations, toutes les bureaucraties. Oui. Il y a plein de mesures qu'on peut mettre qui dépendent pas de l'Europe. Vous savez, si tout venait de l'Europe et des droits supranationaux, tous les pays de la zone euro seraient dans la même situation que la France. Nous, on est au fond de la classe de la zone euro, avec des pays qui sont soumis aux mêmes règles. On est au fond de la classe, en termes de déficit public, de déficit commercial, en termes d'endettement, en termes d'insécurité, en termes de niveau scolaire. On a complètement décroché. L'Europe décroche par rapport aux États-Unis et la Chine, mais alors nous, on décroche au sein de l'Europe. Donc ça montre bien que 80% des problèmes sont franco-français. C'est avant tout une question de dirigeants politiques qui ne travaillent plus, qui ne sont pas courageux. Vous savez, il y a un cycle immuable qui s'applique en particulier à la France. C'est les temps difficiles font les hommes forts les temps de paix, les hommes faibles, les temps difficiles. On en est là. Donc ça veut dire que le redressement de la France est une question avant tout de volonté. Ça veut dire qu'il va falloir renouveler la classe politique. On ne pourra jamais résoudre des problèmes avec ceux qui les ont créés. Mais là où je vous rejoins, c'est que je pense qu'il va falloir une secousse, une mise sous tutelle financière du pays, une casse sociale, un mai-juin 40 économique et social pour renverser le système et qu'une nouvelle génération émerge en remplacement d'une génération politique qui sera totalement discréditée. Et vous avez aussi parlé donc du deuxième problème, le courage. Et le courage, vous voulez parler dans quel sens? Le courage au sens platonicienne Andria, qui signifie donc vraiment quelque chose c'est la capacité, la lucidité à prendre une décision rationnelle et à le maintenir malgré toutes les pressions, malgré tout ça, au risque de se faire châtier, comme Socrate qui a été mort justement. C'est exactement ça. Il faut être, si vous voulez, pour résister au plus haut niveau, à l'argent, à la facilité, aux pressions, à la corruption, il faut être habité par une cause qui vous dépasse. Et donc c'est pour ça que le patriotisme est indépassable. De toute façon, c'est du bon sens. Déjà, le patriotisme, c'est l'esprit d'équipe que tout le monde en sens dans le sport, dans son entreprise, etc. Placé à l'échelle de la grande famille qui est la nation. Mais au-delà de ça, c'est que il faut être habité par son pays, par une cause supérieure. Si vous n'êtes pas habité par une cause supérieure, vous n'êtes pas courageux. Vous savez, tous ceux qui sont courageux, généralement, ils sont habités par quelque chose.
Et aujourd'hui, force est de constater que beaucoup de nos politiques sont pas vraiment habités par la France, ou en tout cas peut-être pas suffisamment, parce qu'il faut surtout être habité par l'idée de servir et mépriser ceux qui se servent. Mais il y a beaucoup de gens qui ont peur justement parce que le courage, comme vous avez précisé, il y a des conséquences. C'est-à-dire se faire effacer de l'échiquier politique, se faire, il y a sa réputation à tenir, il y a plein de choses, des menaces. C'est plutôt les menaces des lobbies. Oui, les menaces. Parce que vis-à-vis des Français, vous êtes plutôt populaire. Mais je répète, un chef d'État digne de ce nom, un politique digne de ce nom, il est fort avec les forts et bienveillant avec les faibles. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui se passe. Je vais donner un exemple concret, c'est la santé. Vous savez que dans les dépenses publiques, il y a 25% retraite, 20% santé, 20% collectivité locale et 12% État. Donc les gros morceaux, c'est retraite, ça on en parle beaucoup, mais on parle beaucoup moins de la santé. Il y a des gisements d'économie énormes dans la santé sans faire la poche des Français. Mais ça nécessite de négocier avec des lobbies puissants comme les médecins. Donc que font nos politiques ? Plutôt que les ferrailler avec les médecins, parce que c'est un lobby puissant, les médecins, ce sont des prescripteurs politiques. Si vous mettez à dos les médecins dans tous les cabinets, vous avez votre photo un peu caricaturée, voire avec des fléchettes dessus. Donc voilà. Donc plutôt que de négocier avec eux, qu'est-ce qu'on fait ? Punition collective. Punition collective. Donc fort avec les faibles et faible avec les forts. Punition collective. Donc aujourd'hui, on continue à dérembourser les consultations médicales. On augmente les franchises médicales. Voilà, donc voilà ce qu'on fait. Alors que nous, ce qu'on met sur la table, c'est de faire un pacte avec les médecins. Parce que les médecins libéraux, ils estiment qu'ils sont pas assez payés à l'acte. Et ils ont raison. 30 € la consultation d'un généraliste, la moyenne européenne est 40 € et ils demandent 50 €. On sera toujours gagnant puisque un passage aux urgences, c'est 200 à 250 €. Donc nous, ce qu'on propose, c'est OK, vous demandez 50 € la consulte. OK, nous on met sur la table 40 €. Donc on négocie, à la Trump pour le coup. On négocie. Et on dit, OK, donc forte augmentation de vos revenus, mais en contrepartie, sous peine de déconventionnement de l'assurance maladie, parce que les médecins libéraux ne sont pas libéraux. Ils sont quasi fonctionnaires. Ils sont payés par les cotisations sociales. Ils sont payés par la sécurité sociale. Donc si vous voulez être vraiment libéral, vous n'êtes pas conventionné. Donc du coup, 40 ou 50 € la consultation, en contrepartie, rétablissement de l'obligation de garde à l'entrée des urgences, pour désengorger les urgences. En contrepartie, liberté d'installation encadrée en début de carrière. Vous pouvez pas vous installer pendant les 6 premières années d'exercice, par exemple, là où il y a trop de médecins. Je rappelle c'est bizarre, mais il n'y a pas de déserts médicaux pour les kinés, les infirmiers libéraux, les pharmaciens, parce que eux, on leur impose des obligations en retour. Et enfin, dernier élément et non des moindres, vous avez l'obligation de remplir mon espace santé. On a tous mon espace santé qui a été créé, c'est une coquille vide. Et c'est dramatique cette histoire, parce que le fait qu'on ne partage pas les données de santé entre praticiens de ville et de l'hôpital, ce qui fait que vous avez des médecins qui ont face à eux des patients, ils ne connaissent pas leurs antécédents, donc dans le doute, on prescrit. Le fait qu'on ne partage pas les données de santé entre praticiens, ça génère, on estime, 30% d'ordonnances inutiles, 30% de gaspillage. C'est centaines de millions. Mais plus que ça. Ah oui. Il y a 10 points d'écart entre le nombre d'ordonnances inutiles françaises et la moyenne OCDE. Il y a au moins 10 points d'écart. Et 10 points d'écart sur les plus de 300 milliards de dépenses de soins en France, faites le calcul. Ça fait 30 milliards d'euros. Si vous rajoutez à ça la sécurisation de la carte vitale, on peut même faire 40 milliards d'euros d'économie par des données biométriques. Et alors, pour revenir à ce dossier médical, non seulement c'est du gaspillage énorme, en plus, ça génère des drames sanitaires, parce que si vous arrivez inconscient aux urgences et qu'on ne connaît pas vos antécédents médicaux, c'est la roulette russe. Donc ça c'est un tabou national, il y a des centaines de morts évitables aux urgences chaque année, au moins des centaines, sans compter des milliers de personnes, et on a des exemples dans nos entourages, qui sortent de l'hôpital avec des séquelles à vie. Donc 1, gaspillage énorme. 2, drame sanitaire. 3, cerise sur le gâteau, c'est que les données de santé des Français ne sont pas hébergés par l'administration, par la Sécu de manière sécurisée, etc., etc. Maintenant, c'est les GAFAM qui se gavent, parce que pour héberger les données de santé, vous devez avoir ce qu'on appelle une certification hébergeur de données de santé, qui est une certification, certes, de cybersécurité, mais qui n'a pas de critères de souveraineté. Ce qui fait que Amazon, Google, Microsoft, qui contrôlent le marché, on estime qu'ils hébergent au moins 50% des données de santé en France. Et l'enjeu, il est énorme, parce que vous faites travailler l'IA avec des données de santé, vous êtes capable de détecter des risques de cancer 3-4 ans plus tôt qu'aujourd'hui. Donc l'enjeu sanitaire est énorme et le business derrière, parce que du coup, on va avoir nos données qui sont
exceptionnelles en France parce qu'elles sont centralisées, stockées de la même façon. Donc on peut faire travailler l'IA beaucoup plus facilement qu'ailleurs. Mais ces données-là, c'est un trésor national. On file ça essentiellement aux GAFAM qui, en retour, vont aller nous vendre, vont aller voir les cabinets médicaux, les radiologues, les hôpitaux, les cliniques pour leur vendre des logiciels et des systèmes IA pour fiabiliser des diagnostics. Vous voyez un peu où on en est? Ouais. Donc voilà, donc il y a deux solutions, soit on fait la poche des Français, ou soit on négocie avec les médecins. Si vous voulez être conventionné, contre 40 ou 50 € la consultation, garde à l'entrée des urgences. On peut pas s'installer où il y a trop de médecins en début de carrière, et on est obligé de remplir mon espace santé. Et si vous voulez pas faire ça, vous êtes libéral. Mais là, il va falloir trouver votre patientèle qui va pas te rembourser. Du coup, c'est des milliards d'économies aussi. Mais c'est énorme, c'est énorme. Bah oui. Mais ça, personne n'en parle, ça. C'est impressionnant. On peut faire plus de 10%, 40 milliards d'économies avec ce pacte avec les médecins, plus en sécurisant la carte vitale. C'est vraiment impressionnant, c'est vraiment quelque chose de... Bah oui, je vois pas ça dans la télé, aucun parti politique en parle. Nous, on est passé un petit peu, on en a parlé chez Sud Radio, etc. Mais si vous voulez, aujourd'hui, faire de la martothérapie, les gens sont tellement submergés d'informations que si vous passez pas sur une chaîne populaire, à grande écoute, on va dire à 18h tous les soirs, comme Zemmour l'avait fait, et c'est pour ça et c'est l'exemple qui confirme la règle, il a réussi à rentrer dans le jeu politique, mais parce que pendant 10 ans, il est passé d'abord sur France 2 et ensuite sur CNews aux heures de grande écoute, pendant 10 ans. Pour réussir à percer ce plafond de verre. Et donc, nous, on en a déjà parlé, mais si vous voulez, pour que ça finisse par... ça prend du temps, parce que alors on en parle beaucoup, évidemment, à des politiques, on en parle à des parlementaires, donc ça finit par diffuser. Mais voilà, on pourra aussi parler d'une autre mesure qu'on pourrait prendre sans être contraint par les règles supranationales et européennes, c'est les aides publiques aux entreprises. Mais est-ce que la mesure sur les médecins, etc., ça fait partie de vos 15 mesures? Bien sûr. D'accord, super. C'est partie des 15 mesures. Super. Et est-ce que vous pourrez donner quelques réseaux à suivre, Instagram. Ah oui, on est présent. Alors abonnez-vous puisque on est start-up politique. On s'est créé en 2023, on s'est structuré et après maintenant on est dans le marketing, le réseau de distribution. Donc c'est toujours compliqué. Il faut des moyens, il faut de l'argent pour faire la communication de qualité. Donc il faut qu'on monte en abonnés. Donc on est sur X, sur ex-Twitter, on est sur Nouvel Essor Français, un compte propre. On est sur Facebook, on a un groupe Facebook. Et comment ça s'appelle tous ces réseaux? Donc c'est Nouvel Essor, Nouvel Essor Français. Nouvel Essor. Et sur Instagram, Nouvel Essor Français aussi. On a aussi créé un site web aussi, super. Alors c'est surtout le site web, oui. Là pour le coup, il est solide. Nouvelessor.fr. Voilà, nouvelessorfrançais.fr. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a publié 2 fois ce programme chez l'Harmattan et chez VA Édition. On continue à y travailler, on est à la V3 maintenant. Et sur le site, c'est la version la plus à jour en fait. Donc sur le site, vous avez tout le programme sur tous les domaines qui vous intéressent. Confirmer. Si vous intéressez à l'IA, vous avez un volet IA, le numérique, la condition animale aussi par exemple. On a traité vraiment tous les sujets. Super. N'hésitez pas à vous abonner également sur ma chaîne, donc unifjeune.com.fr. Donc voilà, merci beaucoup. Merci Wen et merci à tous et à toutes.